Mercredi 13 septembre 2017, mesdames, messieurs, vous regardez Africa Today Télévision et bienvenue dans ce journal. Ouvrons cette édition d'information avec la situation tendue à Boké et qui interpelle d'ailleurs l'administrateur général de l'électricité de Guinée, EDG. Dans un communiqué cet après-midi, Adbendi Atou est d'abord revenu sur les circonstances de la panne survenue sur l'un des groupes électrogènes dans la zone avant de parler des solutions préconisées par sa structure afin de résoudre rapidement le problème. Ces propos sont recueillis par Soare Boubacar. La centrale de Boké a enregistré une panne dans la nuit du 4 au 5 septembre suite à un défaut sur le circuit d'excitation de l'alternateur. Une équipe technique a été dépêchée le 5 au matin pour établir un diagnostic précis afin d'évaluer l'ampleur des réparations qui sont à faire. Après plusieurs tentatives de réparation infructueuses et compte tenu du délai de réparation, nous avons loué un groupe de 1250 kVA, soit l'équivalent du groupe en défaut. Nous avons tout de suite informé les autorités locales de cette situation ainsi que la population via les médias locaux. Le groupe de secours est arrivé à la centrale de Boké le 11 septembre. Nous étudions actuellement plusieurs scénarios, dont celui d'installer le groupe de secours à Batafon qui est le plus adapté techniquement. Malheureusement, les problèmes de circulation dans la ville ne facilitent pas les mouvements d'engins. La fin des travaux d'installation de ce groupe temporaire est prévue dans les prochains jours. Nous regrettons bien entendu les désagréments engendrés par cette situation et assurons aux populations notre ferme engagement de chaque heure à résoudre le problème le plus vite possible. Nos équipes terrain sont mobilisées en continu pour régler cette situation. Nous demandons donc aux populations et aux autorités locales qu'elles permettent aux agents d'EDG de circuler et travailler sereinement pour mettre le groupe en état de fonctionnement. Cette solution permet de gérer le court terme, mais par ailleurs, à plus long terme, nous avons pris les dispositions en concertation avec notre ministère de tutelle, le ministère de l'énergie et de l'hydraulique, de renforcer les capacités de production de Boké. En effet, il est prévu l'installation d'une nouvelle centrale de 3,2 MVA pour atteindre globalement les 5 MVA. Les nouveaux groupes de 3,2 MVA seront installés dans les prochaines semaines, ce qui stabilisera la qualité de la desserte de la zone de Boké. La santé reproductive en Guinée. Des journées de sensibilisation des parlementaires se sont ouvertes ce mercredi à Conakry. Pendant 2 jours d'intenses travaux, les députés vont s'approprier des notions liées à la santé reproductive pour mieux informer les communautés à la base. Cette autre question reste jusque-là au cœur des préoccupations de l'UNFPA qui appuie d'ailleurs les élus du peuple dans l'atteinte des objectifs dans le cadre de l'information sur la santé de la mère et de l'enfant. Ça, Alou Yambouno, explication. Cet atelier d'échange de 2 jours est la première phase de matérialisation des enseignements reçus par les parlementaires guinéens en août 2016 à Kindia. Ces travaux devront permettre aux députés d'être de véritables agents sensibilisateurs sur les questions liées à la santé de la mère et de l'enfant auprès des populations qu'ils représentent à l'Assemblée nationale. Honorables députés, en misant sur vous pour la diffusion des résultats du présent atelier, le Fonds des Nations Unies pour la population et le développement entend capitaliser sur votre statut de représentant du peuple qui vous permet d'agir à 3 niveaux. Sensibiliser les autorités exécutives nationales et locales pour les amener à arrêter des comportements et des décisions favorables à la santé de la reproduction. Faire le lobbying auprès de vos collègues députés pour le vote de loi en faveur de la santé de la reproduction. Enfin, largement sensibiliser les populations qui vous font confiance. La question de la santé reproductive reste encore un problème assez préoccupant en République de Guinée. L'enquête mixte de 2016 indique que le ratio de mortalité maternelle est de 550 décès pour 1000 naissances vivantes et une Guinéenne fait en moyenne 5,6 enfants. Ce qui explique d'ailleurs la faiblesse du taux de prévalence contraceptive moderne qui est de 7,8%. Dans cette lutte pour une réelle santé de la mère et de l'enfant, les députés ont leur place. L'Assemblée nationale peut
fortement contribué à renverser cette tendance préoccupante de la morbidité et de la mortalité maternelle en Guinée. Ceci en notamment votant des lois en faveur de la santé de la reproduction, en garantissant leur application sur le terrain et en œuvrant pour un budget spécifique qui pourrait être accordé à l'acquisition de produits de santé de la reproduction. Ces mesures, une fois appliquées, permettront de sauver les vies de près de 400 000 femmes qui décèdent chaque année en donnant la vie. L'Assemblée nationale guinéenne, par la voix de son secrétaire général, n'a pas manqué d'engagement lors de cette rencontre. Cette activité dont je vais tourner sur couverture me détermine davantage à programmer prioritairement à la faveur de la prochaine session. J'espère que le président de la commission santé qui est à côté de moi et ses collègues qui sont là appuieront mon effort afin que cette loi, lorsque nous la programmerons, eux, ils mettront les bouchées doubles pour l'examiner afin de son adoption rapide et sa mise en vigueur urgente. Pour Mohamed Berete, une synergie d'action s'avère nécessaire au Parlement pour l'atteinte de ces objectifs. Après le retour de la CENI dans les débats du comité de suivi des accords du 12 octobre 2016, le président de la Commission électorale nationale indépendante à la tête d'une délégation de commissaires était ce mardi dans les locaux du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Maître Amadou Salifou Kébé et sa suite étaient venus réchauffer les relations avec cet autre partenaire du processus électoral guinéen. Moussa Sefa Kamara nous fait le point. C'est pour permettre à l'institution en charge de l'organisation des échéances électorales en Guinée de bénéficier de l'apport de toutes ces structures pendant le processus électoral à venir. C'est autant dire que la Commission électorale nationale indépendante est consciente de l'enjeu. C'est pourquoi elle tend la main à toutes les structures désireuses de l'accompagner pour l'atteinte des objectifs. Nous sommes venus pour réchauffer les relations de travail, d'amitié qui nous lient fort heureusement d'ailleurs avec ces organisations de la société civile qui peuvent nous aider et qui nous aident toujours à l'organisation de bonnes élections dans notre pays. Plus loin, le président de la CENI a parlé aussi de la forte représentativité du CNOX à travers le pays, d'où son implication dans l'organisation d'une élection s'avère nécessaire. S'il y a une organisation qui est aussi bien implantée sur tout le territoire national de la République de Guinée, c'est le CNOSC. Donc, si nous venons au CNOSC, comprenez que nous voulons toucher de Conakry jusqu'au dernier citoyen de la République de Guinée. Et pour ce faire, il fallait être au CNOSC. En dépit de tout cela, le président du CNOX exhorte la CENI d'assumer sa responsabilité en organisant une élection dans laquelle tous les Guinéens peuvent se retrouver. C'est d'écouter tout le monde. Et les élections ne sont pas la propriété de la CENI, c'est la propriété du citoyen, de donner aux citoyens l'ensemble de ses prérogatives par rapport à l'organisation des élections. Il ne revient pas à une institution de monopoliser le processus électoral, il faut l'organiser pour le citoyen, avec le citoyen, et pour qu'en fin de compte, le citoyen se reconnaisse à travers ses élus. Donc c'est la transparence au début, la transparence au milieu et la transparence à la fin. Rappelons que la réussite d'un processus électoral dépend forcément de la bonne gestion avant, pendant et après le scrutin. Autre partenariat, cette fois c'est entre le groupe Achapura et la Sogipami, société guinéenne du patrimoine minier. L'accord de partenariat signé entre les deux structures vise à échanger une certaine expertise dans le cadre du développement du domaine minier. Oumar Sow. C'est une cérémonie qui a connu la présence des représentants des deux groupes, mais aussi celle du ministre des Mines et de la Géologie. Un dîner fondé sur l'espoir de voir naître une collaboration entre la Société guinéenne du patrimoine minier et son partenaire indien, le groupe Achapura, qui a une certaine capacité dans le développement du secteur minier. Une signature de partage d'expérience qui revigore l'administrateur général de la Sogipami. Achapura est un grand groupe international spécialisé dans le développement minier avec un portefeuille diversifié et une certaine technique dont nous avons besoin en Guinée. Donc aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté qui m'anime
en tant qu'administrateur général de la Sogipami, de pouvoir faire un partenariat avec cette entreprise et de pouvoir bénéficier de leur expertise dans le futur développement minier et la gestion du patrimoine minier guinéen. D'après le directeur exécutif, le groupe Achapura est une société qui évolue dans le secteur minier il y a de cela plus de 50 ans. Une expérience que cette entreprise industrielle entend faire découvrir aux Guinéens. Achapura veut venir en Guinée amener un modèle unique. Un modèle unique qui va faire que les Guinéennes commencent à sentir les retombées de tous ces gisements de bauxite que le bon Dieu a donné ce pays. Il atteste que la Guinée détient le plus grand gisement de bauxite au monde entier. Et il faut lui donner 3 ans. La Guinée va constater ce qu'il peut faire à Achapura. Au terme de la signature de cet accord de partenariat, le directeur exécutif du groupe Achapura a rassuré à la population que sa société s'inscrira dans la logique de création d'emplois pour la jeunesse guinéenne. Pour symboliser ce moment, les hôtes ont également bénéficié de cadeaux de la part des partenaires de la Société guinéenne du patrimoine minier. Le ministère de la Jeunesse dans une nouvelle dynamique pour inverser la tendance du chômage des jeunes en Guinée. Avec un appui financier des partenaires, le département a initié ce mercredi des journées de concertation sur l'insertion socio-professionnelle et économique des jeunes. Pendant 3 jours, il sera question de faire l'état des lieux des initiatives en cours pour harmoniser les interventions des partenaires intervenant dans le cadre de l'insertion socio-économique des jeunes en Guinée. Soirée Boubacar, décryptage. C'est pour mieux répondre aux aspirations des jeunes que le ministère de la Jeunesse se fixe comme objectif, notamment harmoniser les actions des partenaires techniques et financiers. C'est dans cette optique que la Direction nationale de l'insertion socio-économique des jeunes a initié cette formation afin d'aboutir à la mise en place d'un mécanisme de coordination et de concertation. Elles permettront ainsi donc de favoriser l'information et les échanges entre les différentes initiatives publiques et privées d'insertion socio-économique des jeunes, de mettre en place un mécanisme de concertation permanent de tous les acteurs en Guinée, de mobiliser et sensibiliser les parties prenantes dans le déficit de communication sur la problématique de l'insertion des jeunes, enfin, de faciliter la promotion des outils de mobilisation des ressources pour le financement des programmes et projets d'insertion des jeunes en Guinée. Parlant de cette question d'emploi des jeunes en Guinée, le représentant du PNUD estime que c'est à l'avantage du progrès économique et social. Pour nous, l'emploi des jeunes est une question de stabilité économique et une question de stabilité sociale. Parce que l'emploi, c'est la répartition des ressources. L'emploi permet aux jeunes de ne pas sombrer dans les travers sociaux. Dans l'agenda du département, d'autres initiatives pour l'émancipation de la jeunesse guinéenne existent encore, à en croire le ministre Moustapha Naïté. Vous avez le programme national d'insertion socio-économique des jeunes, qui est un programme qui regroupe plusieurs projets de plus de 13 ministères sectoriels avec les partenaires techniques et financiers. Un programme que nous avons présenté qui coûte environ 140 millions de dollars. Nos efforts de mobilisation de ressources sont en train de se concrétiser aujourd'hui avec le fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne. Nous pensons que nous pouvons mobiliser un bon montant qui pourra servir justement à insérer ces jeunes dans un avenir très proche. Pendant ces 3 jours, les 70 participants tenteront de trouver des voies et moyens afin de permettre aux jeunes de Guinée de sortir du sous-emploi. Passation des services dans le département ministériel. Sanaba Kaba a passé mardi le témoin à Mariam Silla à la tête de l'action sociale de la promotion féminine et de l'enfance. En recevant le témoin, la ministre entrant a promis d'engager des actions efficaces afin de relever les défis auxquels fait face le département. Saloum Kondé.
Pendant 44 mois à la tête du département de l'action sociale, Sanaba Kaba a eu à faire face aux points essentiels de sa lettre de mission. L'élaboration de la législation en matière de protection sociale, la mise en place des centres d'autonomisation à travers le pays, la lutte contre les violences basées sur le genre sont entre autres progrès réalisés par Dame Kaba. Malgré ce résultat somptueux selon elle, les défis restent encore à relever. La poursuite du processus de révision du Code de l'enfant, la mise en œuvre effective de la politique sous-sectorielle de promotion et de protection des droits et du bien-être de l'enfant, l'autonomisation des femmes par le financement d'activités génératrices de revenus et l'apprentissage des métiers dans les centres d'autonomisation, l'intensification du plaidoyer pour la lutte contre la mendicité, les mutilations génitales féminines et les pratiques traditionnelles affectant la santé de la femme et des filles. Et ces sujets d'actualité et tant d'autres constituent en quelque sorte les priorités de la nouvelle ministre du département de l'action sociale. Maria Massila a dans son escarcelle un plan d'action pour y faire face. Concéder une attention au renforcement de nos acquis en matière de développement du travail social, pour lequel nos partenaires ont accordé un soutien inlassable pendant et après la crise sanitaire Ebola. Dans le domaine de l'autonomisation des femmes, la tâche consistera à poursuivre la construction, l'équipement d'un centre d'autonomisation et portera sur l'entrepreneuriat féminin à travers la formation, le développement des compétences et l'auto-emploi des jeunes filles non scolarisées et des femmes à travers leur accès au crédit et à d'autres opportunités. Pour ce qui est des violences, par un processus d'information, d'éducation et de communication adapté à nos cibles. Avant d'installer la nouvelle ministre dans ses fonctions, le syndicat des travailleurs a recommandé la construction d'un nouveau siège et l'achat du deuxième bus pour le transport des travailleurs. Le 15 septembre 2017, les élèves guinéens reprendront le chemin de l'école sur toute l'étendue du territoire national. À 48 heures de cette ouverture, dans les points de vente des fournitures scolaires, pris d'assaut certes, mais parents d'élèves et marchands tous se plaignent de la cherté de la vie. Les prix sont exorbitants pour les uns et pour les autres, les clients demandent plus qu'ils n'en achètent. C'est un reportage de Fatou Kébé. Comme on ne peut rien contre la décision du gouvernement, sinon la date de la rentrée scolaire, cette fois-ci, elle ne nous est vraiment pas favorable. Saransila n'est pas la seule. Bien d'autres Guinéens pensent que la date du 15 septembre prévue pour la rentrée scolaire n'est pas favorable compte tenu de la situation financière actuelle de beaucoup de parents d'élèves. Dans le grand marché du changement, les vendeurs de fournitures scolaires ont du mal à écouler leurs marchandises. La fête de Tabaski vient tout juste de passer, donc il n'y a pas de marché. Ils n'ont qu'à repousser la date. Ici, on ne sent même pas que l'ouverture approche. Sinon, avant, on écoulait vite nos marchandises. Mais cette fois-ci, on ne comprend rien du tout. Oumar Fofana et Maïmouna Bari traversent les mêmes difficultés dans ce grand centre d'affaires de la capitale guinéenne. Les parents d'élèves pleurent à chaque fois. Ils disent qu'il n'y a pas l'argent, qu'ils ne peuvent pas venir acheter les fournitures pour leurs enfants. Les gens viennent, ils ont besoin des sacs, mais à chaque fois qu'on dit le prix, imagine on prend les balles à 3 millions, 4 millions de trucs comme ça, et quand tu dis le prix d'un seul sac à 120 000 comme ça, ils disent que c'est difficile, sous prétexte qu'ils ont dépensé tout l'argent qu'ils avaient pendant les fêtes. La conjoncture difficile, ce ne sont pas que les commerçants qui s'en plaignent. Les parents d'élèves sont aussi inquiets. Avoir des fournitures pour son enfant coûte les yeux de la tête. J'ai comment acheter la tenue, les gouttes pour les enfants, c'est tellement cher. La vie est chère vraiment cette année. L'année passée aussi j'étais là. Le marché là c'est difficile, plus même le petit cahier là, je cherchais ça, il dit 15 000.
Au marché Niger, à Kaloum, on a enregistré les mêmes cris de cœur chez les vendeurs, tout comme chez les clients. Je veux dire, les prix sont abusés en fait, ils sont trop chers parce qu'il y a les sacs ici qui coûtent 150 000 et je trouve ça trop cher en fait. L'ouverture des classes approche à grands pas, mais bon nombre de Guinéens semblent ne pas être prêts. L'engouement souhaité par le département de tutelle, l'on en sera le jour J. L'environnement, l'agriculture et le transport sont entre autres domaines qui attirent aujourd'hui le groupe organisé des hommes d'affaires. Les membres du GOA l'ont annoncé ce mercredi en marge de la célébration du 14e anniversaire de la structure. Sur la question de l'environnement, par exemple, le GOA entend s'investir davantage dans la campagne de reboisement qu'il a engagée depuis quelques années. Lis Mariama Bailo pour le compte-rendu. Joyeux anniversaire à tous les membres du GOA. Vive le développement socio-économique équitable. Vive le GOA. Créé un 13 septembre 2003, le GOA mûrit en termes d'expérience et nourrit de nouvelles ambitions. Le groupe organisé des hommes d'affaires ne compte se limiter aux activités commerciales ou économiques. Ils ambitionnent désormais de s'investir dans le volet environnement. Les prochains jours ou mois, la structure projette des campagnes de reboisement pour contribuer à atténuer les effets du changement climatique. Misant sur son partenariat avec d'autres investisseurs, plusieurs secteurs intéressent aussi le GOA. Le GOA a pris contact avec des investisseurs étrangers intéressés à investir dans des conditions très favorables au niveau de plusieurs secteurs, notamment les travaux publics, aménagement et bitumage des routes, le transport, l'agriculture, la fabrication de matériaux de construction, la fabrication et la transformation des produits alimentaires. Après 13 ans d'existence dans le monde des affaires, ces perspectives sont loin d'écarter le GOA dans la lutte pour la défense des intérêts des opérateurs économiques. Le GOA ne ménagera aucun effort pour défendre et soutenir les opérateurs économiques victimes de pillages. Il défendra également avec la même ferveur les opérateurs économiques étrangers, car c'est le gaz de la création d'un environnement économique favorable, qui rassure et qui met en confiance les investisseurs nationaux et étrangers. Chez le GOA, la recherche d'un consensus s'avère une urgence et c'est pourquoi il exhorte l'État à s'activer dans la mise en place d'une chambre nationale de commerce et de l'industrie de Guinée. Autre actualité, elle pince le cœur. C'est un SOS lancé pour sauver la vie du journaliste animateur Alseni Duplex Silla du groupe de presse Gangan TV et FM. Alseni Duplex Silla souffre depuis quelques années maintenant d'une grave maladie douloureuse et complexe. Devant un groupe de collègues journalistes venus lui rendre visite ce mercredi à l'hôpital Jean-Paul II de Ratoma, Alseni Duplex Silla demande de l'aide à toutes les personnes de bonne volonté qui puissent sauver sa vie. Diao Bachir. Depuis 3 ans et quelques semaines maintenant, le journaliste animateur Alseni Duplex Silla souffre d'une maladie atroce et complexe. D'après le rapport médical, il lutte contre une tumeur au niveau de son bras. Pourtant, il a été évacué au Maroc avant d'être hospitalisé à l'hôpital Jean-Paul II. Et je suis allé au Maroc. Les Marocains m'ont dit que je dois faire, que j'ai une maladie qui s'appelle la tumeur, que je dois faire la chimio. La chimio, pour faire la chimio, ça fait quand vous prenez la chimio aujourd'hui, il faut 3 semaines juste pour prendre. Alors ma chimio c'était 6 cuillerées. Les 6 cuillerées, je ne pouvais pas faire ça au Maroc. Je me suis retourné en Guinée avec l'appel de M. Anthony Osoiré qui m'a évacué. Il dit tout ce qui concerne ma santé, il prend en charge. Mais au retour, c'est le contraire que je veux. Après avoir remercié les bonnes volontés qui avaient commencé à le soutenir, Alseni Duplex Silla renouvelle la même demande à toute la Guinée pour lui venir au secours. Avec la masse, les docteurs d'ici disent qu'il ne peut pas opérer ça. Il faut qu'on enlève mon bras amputé. Alors, je demande les hommes de bonne volonté, les bons docteurs, pas les bons docteurs, les autres qui peuvent vraiment m'aider
avoir ma santé et être en forme. L'autorité guinéenne, les hommes de bonne volonté, M. KPC, comme je l'ai bien dit aux grandes gueules aujourd'hui dans l'émission, avec Lamine, je demande si Antonio n'était pas rappelé, de se rappeler que Duplex est toujours à l'hôpital. De dire à Malick, je suis toujours à l'hôpital. De dire à tout le monde de venir au secours. Selon le frère jumeau du malade, ce n'est que pendant la deuxième intervention chirurgicale que la famille a su qu'il est atteint d'une tumeur. On l'a opéré une première fois sans savoir que c'est la tumeur, une deuxième fois. C'est après l'opération de la deuxième fois, on l'a évacué au Maroc. C'est arrivé au Maroc, on a su maintenant que c'est la tumeur, on l'a retourné ici en Guinée. Et depuis plus de 20 jours qu'il est à l'hôpital, ce que je peux dire au peuple guinéen, aux autorités guinéennes, aux hommes politiques, les hommes de bonne volonté, sauver la vie de ton ami, Dieu te sauvera un jour. On ne peut rien dire aujourd'hui au peuple de Guinée, seulement c'est venir au secours de mon jumeau. Il souffre énormément. Sur un besoin urgent de 6 piqûres, il faut débourser 1 065 000 francs guinéens pour une seule injection chimio, précise le malade. Alseni Duplex Silla, prends rétablissement à toi. Sur le continent maintenant, alors que le président Joseph Kabila a achevé son mandat en fin décembre 2016 et qu'un calendrier électoral est toujours attendu pour une présidentielle avant la fin de l'année, la CENI émet l'idée d'un vote par voie électronique. Et c'est une surprise fustigée car elle pourrait annoncer un nouveau report des élections. Suivez. Le scrutin en mode électronique proposé par le président de la Commission électorale nationale indépendante suscite diverses réactions au sein de la classe politique congolaise. Si l'objectif visé est de minimiser les coûts des opérations et les temps de compilation des résultats pour une rapide publication selon la CENI, les opposants au régime estiment que c'est une manœuvre orchestrée en vue de favoriser la fraude et la tricherie. C'est quoi le vote électronique? C'est quand on emploie l'ordinateur de prendre la place de l'homme pour arriver à compiler les résultats et jusqu'au moment de les publier. La CENI est en train de préparer une dernière tentative de tricherie parce que le peuple a compris ce qui était fait en 2006, le peuple a compris ce qui est fait en 2011. Estimé à 1,3 milliard de dollars, les scrutins en RD Congo sont coûteux dans un pays où l'État peine à maximiser les recettes avec un budget estimé autour de 7 milliards de dollars pour l'année en cours. Dans les milieux du pouvoir, on estime que toute possibilité pouvant réduire les coûts des scrutins est une bonne option qui doit cependant faire l'objet de discussions. Dans cette période où la technologie c'est elle qui guide pratiquement toutes les actions de tous les gouvernements, pourquoi s'empêcher? D'abord, ça va amoindrir le coût. Si le président de la CENI nous envoie une notification au gouvernement par rapport à cette question, donc à ce moment-là, nous échangerons. Le débat autour du scrutin en mode électronique est engagé alors que les opérations d'enrôlement dans les Kasaï ont été lancées ce mardi 12 septembre 2017. Dans le reste du pays, l'essentiel des citoyens en âge de voter s'est déjà enrôlé. Il faudra bien entendu compter 90 jours pour terminer l'enrôlement dans les Kasaï, ce qui écarte toute possibilité d'organiser les élections en décembre 2017 tel que prévu dans l'accord de la Saint-Sylvestre.
Et pour terminer, des nouvelles de l'ouragan Irma. Rétrogradé en tempête tropicale depuis des jours, le phénomène continue de perdre en puissance. Ses dégâts en Floride restent conséquents, inondations records, mais surtout un bilan humain revu à la hausse dans la nuit, 12 morts désormais dans cet état du sud des États-Unis. Sur ce sujet toujours, Emmanuel Macron est aux Antilles depuis 24 heures, précisément à Saint-Martin. Le président français est venu prendre le pouls de cette île caribéenne franco-néerlandaise une semaine après le passage dévastateur de l'ouragan Irma. Suivez. Il y a les moyens promis et puis il y a les rencontres. Merci pour venir nous voir. Merci madame. C'est grave pour tout le monde. Oui, c'est grave. Par dizaines depuis hier dans les rues dévastées de Saint-Martin. Emmanuel Macron console, tente de rassurer et d'ailleurs le fait savoir sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron qui doit aussi répondre au nom de l'État. Une habitante l'a prise à partie hier. Monsieur Macron, pour moi, de l'extérieur, et je ne suis peut-être pas la seule, pour moi, vous êtes sur une tour d'ivoire et vous descendez de temps en temps. Et c'est pour ça que je veux que vous reveniez dans un an et que vous revoyiez. Je voudrais même revenir avant un an, parce que ça fait tard. 6 mois. Dans 6 mois. Oui, dans 6 mois. Parce que je reviens avant. 6 mois. Et je serai là. Je serai là. Lila. Mais croyez-moi, monsieur Macron, dans 6 mois, si c'est construit, je vais vous appeler monsieur le président. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est pour moi, monsieur Macron, Emmanuel. 2 jours de visite pour faire oublier une semaine de critiques sur la gestion de la catastrophe par les autorités. Emmanuel Macron a insisté sur le retour de l'eau potable, sur la réouverture des écoles, mais aussi sur l'avenir de Saint-Martin. Nous allons faire le maximum pour que cette reconstruction se fasse vite et dans les meilleures conditions. Je l'ai dit, je bousculerai les procédures. 1000 hommes supplémentaires s'ajouteront aux 2000 déjà présents pour lutter contre les violences et les pillages qui ont lieu depuis le cyclone. Trop d'armes circulent sur l'île. Selon Emmanuel Macron, il faut, dit-il, désarmer Saint-Martin. Voilà, continuez à regarder cette édition sur notre site d'information www.tamtamguinée.com. Merci de votre attention et au revoir.